Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info, voici les titres de l'actualité. L'exposition événement du Grimaldi Forum consacrée aux œuvres de Claude Monet ouvrira ses portes ce samedi 8 juillet. Nous vous emmènerons dans ce journal en avant-première découvrir la centaine de tableaux présentés. Elena Rossoni, notaire, sera notre invitée dans ce journal. La directrice du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco viendra nous dévoiler le tout premier ouvrage réalisé par le musée, un véritable outil pédagogique destiné aux enfants. Direction ensuite les répétitions du 3e MC Summer Concert. Ce sont de jeunes artistes originaires de la Principauté qui vont assurer la première partie de Kenji Girac. La pression commence forcément à monter pour eux à J-1 de l'événement. Terrain de synergie et d'échange, la nouvelle édition de la Monaco Art Week se déroulera jusqu'au 9 juillet prochain. Elle sera ponctuée par des expositions et des événements uniques. Découvrez dans quelques instants comment ce rendez-vous met en valeur la scène artistique de la Principauté. Et pour refermer ce journal, nous vous proposerons un Focus Info sur le déplacement du Conseil national au Sénat, l'occasion de découvrir les enjeux de ce séjour parisien. Depuis le début de la semaine, les joueurs de l'équipe de France de rugby sont en pleine préparation sous le soleil de la Principauté en vue de la Coupe du Monde. Elle se tiendra en septembre prochain en France. Les entraînements s'enchaînent donc depuis plusieurs jours au Stade Louis II et les joueurs du 15 de France ont aujourd'hui pu recevoir le soutien du prince Albert II. Il est en effet venu leur rendre visite cet après-midi à l'occasion de leur deuxième entraînement de la journée. Les rugbymen français resteront en terre monégasque jusqu'à vendredi prochain. Adi Hütter dirigera la saison prochaine l'équipe de l'AS Monaco FC. Réputé pour son jeu porté vers l'avant dans ses anciennes équipes et doté d'un palmarès déjà bien rempli. Adi Hütter a paraphé un contrat de 2 ans ce mardi 4 juillet. Je vous propose de découvrir ses premiers mots face aux journalistes à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue cet après-midi au centre de performance de la Turbie. First of all, I want to say it's a pleasure for me to be here at this wonderful, great club, and for this club with a big such tradition, history. When I arrived on Monday to this training center, to these facilities, wonderful facilities, I was impressed. I was more impressed for the people they work here, the staff members, lots of professional, and they've all a big heart. I want to train hungry players for success, and the most important thing, my style of football is proactive football and aggressive football, dynamic football. It includes with lots of sprints and Dage Mounegou, hein? Et si vous aimez le basket et les timbres, retenez bien cette date. Le 17 juillet, vous pourrez retrouver la vente d'un modèle de timbre spécial Roca Team. Ils ont été édités pour rendre hommage au premier titre de champion de France de l'AS Monaco Basket. Pour vous les procurer, rendez-vous à l'Office des timbres, au Musée des timbres et de la monnaie et dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de Monaco. Il s'agit de la plus grande exposition consacrée au peintre impressionniste Claude Monet, réalisée depuis 10 ans en Europe. Monet, en pleine lumière, ouvre ses portes au public ce samedi sous le commissariat de Marianne Mathieu, experte de Claude Monet et native de la Principauté. Alexandra Pani et Sylvain Péroumal vous proposent une visite guidée. Que découvrir de plus de cet artiste majeur qui a marqué le 19e siècle ? C'est là toute l'ambition de cette exposition. Claude Monet vu autrement, à travers sa quête de la lumière idéale, de sa jeunesse havraise à ses derniers tableaux à Giverny, en passant par ses œuvres réalisées sur la Riviera, un séjour qui lui servira de véritable déclic dans son œuvre. Les peintures, avant toute chose, et au cœur de celle-ci, les peintures de la Riviera. Alors la scénographie de cette exposition, elle s'organise chronologiquement avec une cathédrale, les œuvres peintes par Claude Monet sur la Riviera, les unes isolées des autres, mais toujours en dialogue les unes avec les autres, ce qui nous permet
à la fois d'appréhender l'œuvre de Monet comme personnellement je n'ai jamais pu le faire, c'est-à-dire de les voir à différents points de vue, de loin, de près, et donc de saisir toute la matière picturale et finalement tout le process et l'ambition de l'artiste. Donc ça, c'est extrêmement émouvant. Et puis aussi, en allant de point en point, de tableau en tableau, d'évoquer symboliquement les pérégrinations de Monet sur la Côte d'Azur, car c'est quelqu'un qui marchera, voyagera, posera son chevalet, et tout cela, ça prend une dimension considérable dans son parcours. L'exposition plonge le visiteur dans l'univers du maître de l'impressionnisme grâce aux près d'une centaine d'œuvres, des collections publiques aux collectionneurs privés, dont des toiles appartenant au prince Albert II. On a effectivement la chance et l'honneur d'accueillir les toiles de Monet du Prince. Également beaucoup de collectionneurs en principauté de Monaco, des collectionneurs privés qui ont bien évidemment joué le jeu avec enthousiasme. Et puis un grand prêteur qui est Marmottan-Monet qui nous prête à peu près la moitié des œuvres de cette exposition. Mais également pour pouvoir parler de Monaco en pleine lumière et de ce fameux focus sur le travail de Monet sur la Riviera, il a fallu aller loin et ce sont près de 35 prêteurs en plus de Marmottan-Monet qui ont été sollicités du monde entier, du Brésil en passant par les États-Unis, l'Asie, l'Europe évidemment. Des toiles venues donc du monde entier et une scénographie qui encore une fois a su mettre en valeur les œuvres du maître avec un jeu de lumière, un cheminement didactique et des volumes que très peu de lieux peuvent offrir. Une exposition à découvrir au Grimaldi Forum jusqu'au 3 septembre. Nous partons à présent découvrir le premier ouvrage pour enfants édité par le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Il s'intitule Théo et Sidonie visitent le musée. Pour nous parler de ce livre pour enfants et plus généralement des expositions prévues cet été, nous recevons dans ce journal la directrice du musée d'anthropologie préhistorique, Elena Rossoni-Notaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors un grand rendez-vous attend les enfants le mercredi 12 juillet. Que va-t-il concrètement se passer ? Le mercredi 12 juillet à 14h, on a l'immense honneur de lancer officiellement un nouvel ouvrage. C'est la première fois qu'on fait un livre pour les enfants, édité par l'équipe du musée d'anthropologie préhistorique, grâce à l'auteur Mireille Grasy, et puis évidemment des illustrations scientifiques, esthétiques d'Éric Lebrun et de Priscilla Meilleux. Et on va à la fois présenter ce livre en hommage au prince Albert Ier, qui met à l'honneur le musée d'anthropologie, et avec évidemment des animations et des dédicaces autour de cet ouvrage. Justement, cet ouvrage, quel est son but précis, son but pédagogique évidemment ? Le but, c'est bien sûr pour les enfants. Là, on a traduit en italien, arrivera évidemment le monégasque et l'anglais. C'est pour faire découvrir en fait aux enfants et à leurs familles une visite du musée pour découvrir ses collections, apprendre, on va dire, la véritable histoire des collections, donc du patrimoine archéologique monégasque. Vous sentiez un petit peu que ça pouvait manquer ce genre d'ouvrage ou ce type d'événement au musée d'anthropologie préhistorique ici à Monaco ? Tout à fait. Nous avons eu la chance, grâce à la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de faire un cahier scolaire déjà pour les CE2, les 6e. Mais c'est vrai qu'il manquait une sorte de petit conte pour les enfants. On fait beaucoup d'éditions scientifiques, donc pour les chercheurs. Mais là, c'était la première fois qu'on se penchait, on va dire, vers le tout public pour qu'ils aient aussi un souvenir du musée et le découvrir, on va dire, plus en détail ou, je sais pas, le soir au bord du lit, par exemple, et lire en famille un petit peu une visite du musée. Réussir à intéresser de jeunes enfants aux thématiques aussi anciennes que la préhistoire ou bien que l'anthropologie, c'est finalement un vrai enjeu pour vous ? C'est un enjeu, pour moi c'est un repère, c'est l'histoire de tout le monde, donc évidemment des enfants et des familles, c'est notre patrimoine, c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire de Monaco, donc évidemment c'est très important et c'est un marqueur, on va dire, à la fois pour le présent et l'avenir. Ça nous fait réfléchir et évidemment, ça apporte des connaissances au-delà de l'archéologie. Je profite évidemment de votre présence pour parler d'autres expositions et notamment l'exposition événement du moment. Découvrez le prince Albert Ier autrement. Le prince Albert Ier qui a participé, c'est vrai, à bien des égards aux recherches et à l'histoire plus globalement de l'archéologie. Tout à fait. On le connaît souvent comme un mécène, par exemple, ou comme un
océanographe, mais c'est vrai qu'il a fouillé lui-même, il a vraiment suivi, mis en place des méthodes et des techniques de fouille. Il est reconnu à l'international pour cela dans l'histoire des sciences. Donc c'est avec un grand dynamisme que mes équipes ont mis en place ces espaces pour découvrir le prince Albert Ier archéologue. Et vous découvrirez des documentations scientifiques inédites, des collections expliquées, mises en valeur pour la première fois. Donc tout le monde trouve un petit peu, on va dire, ses goûts et ses couleurs, puisqu'on va se promener à la fois dans l'îlot du prince scientifique, de l'homme de terrain, de l'homme qui a fondé le musée et l'IPH à Paris, et évidemment un clin d'œil au souverain actuel, d'Albert Ier à Albert II. Tout leur soutien pour le musée. Il se passe décidément beaucoup de choses au sein du musée d'anthropologie préhistorique. Un mot également sur l'exposition d'un monde à l'autre, du visible à l'invisible. L'occasion, je crois, pour le public de retrouver des collections inédites et originales, conservées parfois depuis plus d'une centaine d'années par le musée d'anthropologie. Tout à fait. Dans la seconde salle, il y a une très belle exposition. C'est un voyage en fait dans le temps et dans l'espace. On se promène durant 300 000 ans et puis on va aller en Italie, on va aller au Chili, en Mongolie. On va connaître les chamans et les guérisseurs actuels, en passant évidemment par une momie égyptienne qui est conservée par le musée, exposée pour la première fois. Elle a été étudiée au CHPG à Monaco, avec des collaborateurs bien sûr italiens spécialistes et égyptologues. Donc plein de choses différentes à observer, à analyser et évidemment en ressortir avec un peu plus de savoir sur les rituels et les traditions d'hier à aujourd'hui. D'ailleurs, depuis que vous êtes à la tête du musée, on sent une véritable envie de l'ouvrir au plus grand nombre et finalement de multiplier les événements, les conférences, d'en faire un véritable lieu de vie. On y arrive quand on a une très belle équipe derrière soi, déjà, motivée, dynamique, polyvalente, qui est, on va dire, porteuse d'événements. Là, par exemple, pour cet été, le passeport culture, en mi-juillet, mi-août, où on va proposer aux enfants de devenir des archéologues, des escape games. Il y a la Nuit des étoiles aussi, la seconde édition, qu'on va mettre en œuvre fin août, par exemple. Des associations qui viennent nous voir, des groupes, des familles. Donc c'est un travail, on va dire, événementiel, basé toujours sur la recherche et la science, et évidemment culturel, dans le sens où on partage tout cela avec tous nos visiteurs. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info et belle saison estivale pour le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Merci beaucoup. Dans le cadre de la 3e édition du MC Summer Concert, de jeunes artistes originaires de la Principauté ont été sélectionnés afin d'assurer la première partie du concert. La chanteuse Anna Castelin et le groupe JVNO auront donc le privilège de jouer sur la scène de l'espace Léo Ferré ce vendredi 7 juillet. Vanessa Dessy, Hugo Comassa et Clélia Renaud ont assisté aux dernières répétitions. Amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange. Passionnée par le chant depuis son plus jeune âge, Anna a commencé ses études musicales à l'Académie Régnier 3. Elle explore différents genres musicaux allant du chant lyrique au jazz en passant par la pop rock. Elle interprète aujourd'hui des titres de Rihanna, Britney Spears et bien d'autres artistes. Je fais de la clarinette pendant 10 ans et après, du coup, parallèlement, je me suis mise un peu au chant de manière un peu timide au départ. J'ai fait chez MAD et puis après à l'académie et à l'académie de jazz. Et voilà, j'ai pris plusieurs cours, je me suis un peu tâtée au lyrisme aussi. J'ai commencé à côté un compte Instagram où je faisais des petites reprises. Du coup, j'ai ouvert mon compte Anna Cover. Et voilà, j'ai fait quelques reprises et puis c'est vrai que ça va faire quelques années que je le tiens. Et puis j'ai voulu tester autre chose et c'est ma mère du coup qui m'a envoyée pour faire la première partie. Et c'est une première pour moi après juste faire des petites covers dans mon coin. Donc c'est la première scène. Juvenot est un groupe composé de 5 amis passionnés de musique qui combinent jazz, funk, R&B et soul. Ils commencent à jouer ensemble pendant leur scolarité où leur son électrique a rapidement attiré l'attention. On a commencé à jouer à l'école il y a un an déjà
Et ça a commencé avec des petits concerts dans l'école, comme rock and pop. Et après, on a essayé de jouer un peu plus de jazz, de funk. Alors, on était inspiré par des groupes comme Wolfpack. On a collaboré avec un artiste qui s'appelle Henry Jukes, qui nous a invités à jouer avec lui dans des scènes à Londres. Et c'est incroyable de maintenant jouer, de nous produire ici. C'est Monaco. C'est prestigieux quand même. Alors oui, mais ça va être bien. Ces jeunes artistes vous donnent donc rendez-vous sur la scène de l'espace Léo Ferré ce vendredi 7 juillet. Depuis mardi, galeries et maisons de vente se sont rassemblées autour d'expositions et d'événements culturels pour la Monaco Art Week. Une semaine particulièrement dense puisqu'au total, 16 participants composent cette nouvelle édition. Reportage Justin Adel et Olivier Bonello. Cette année, la Monaco Art Week voit plus grand. Il y aura plus d'expositions et plus de partenaires. Une manière de promouvoir l'art dans toutes ses formes. L'idée de Monaco Art Week, c'était de promouvoir la place de Monaco comme un endroit de l'art, parce qu'on a plein de formidables galeries et maisons de vente aux enchères ici. Et ça se développe très très bien avec Art Monte Carlo, Monaco Art Week, etc. Donc on est ravis que c'est la 5e édition cette année. Et d'accueillir aussi les nouvelles galeristes comme le Breton, où on est en ce moment. Si l'art est très présent à Monaco, cette 5e édition marque une réelle évolution, autant au niveau des partenaires que la variété des œuvres. Une manifestation qui satisfait les exposants. Nous sommes une nouvelle galerie à Monaco, donc c'était important pour nous d'être là lors de cet événement pour pouvoir faire connaître la galerie un peu au monégasque. Pour nous, c'est quand même assez important d'être partenaire d'un événement comme la Monaco Art Week, étant donné que forcément on est une galerie d'art et qu'on soutient la culture. Et l'honneur de participer à cet événement permet justement de soutenir donc, les événements culturels, particulièrement donc, autour de l'art, en principauté. Parmi les différentes expositions, on retrouve par exemple des céramiques dans la galerie Le Breton, des Chagall, des Soulages ou des œuvres plus contemporaines dans l'Opéra Galerie Monaco. La découverte de nouveaux talents avec l'exposition OFA à la galerie Yellow Corner Monte Carlo, ou encore l'exposition Au cœur d'un regard dans la galerie Adriano Ribolzi. Amateur ou non, un circuit de visite vous est proposé par l'organisation, une manière de découvrir l'art en principauté. Et pour plus de précisions, rendez-vous sur le site internet de la Monaco Art Week. Cette semaine, au Yacht Club de Monaco se tient la 10e édition du Monaco Energy Boat Challenge, l'occasion de célébrer une décennie d'engagement en faveur du développement durable, une thématique chère au cœur du prince Albert II qui est venu rendre visite aux leaders de l'industrie et aux étudiants qui veulent se spécialiser dans ce domaine, un événement unique qui favorise les échanges pour atteindre l'excellence en matière d'écologie, toujours encore une fois dans le but de préserver au mieux notre planète. Aujourd'hui, s'est tenue dans les locaux de Monacotech une nouvelle sélection pour intégrer de futures startups compatibles au projet. 3 entrepreneurs à succès faisaient partie du jury, Tony Stout, Maxime Cariou et Bruno Nabet. Je vous rappelle que Monacotech est un lieu d'échange et d'apprentissage imprégné par l'ADN de Monaco. Ainsi, les entreprises sélectionnées bénéficieront d'une aide pour s'implanter sur le territoire et pour se développer avec succès à l'international. Demain, vendredi 7 juillet, retrouvez le 10e carnaval estival du Rocher. Et cette année, cap sur l'Afrique, au programme des 18h défilés de chars, animations et troupes musicales. À partir de 22h, un grand bal se tiendra avec DJ sur la place de la mairie. Ne ratez pas ce bel événement, encore une fois, ici même en Principauté. Tout autre chose pour refermer ce journal avant de découvrir vos prévisions météo. La présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès, et une délégation parlementaire monégasque se sont rendus à Paris, au Sénat. Le but de ce déplacement, rencontrer l'ensemble du groupe d'amitié France-Monaco. Plus d'informations avec Christine Datomel sur des images de Lionel Bernardi. C'est au sein du Palais du Luxembourg que nous avons retrouvé mardi la présidente Brigitte Boccon-Pagès accompagnée d'élus du Conseil national pour 2 jours de visite parlementaire. L'occasion de rencontrer Dominique Estrosi-Sassonne, la présidente du groupe d'amitié France-Monaco, et d'échanger avec ses membres sur des sujets d'intérêt commun.
pour la France, pour Monaco et pour notre avenir surtout commun, qui va concerner aussi bien nos deux communautés, c'est-à-dire le logement, c'est-à-dire l'emploi, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire aussi la mobilité. Ce sont des sujets dont nous avons déjà parlé au budget primitif 2023 avec le gouvernement. Là, nous avons voulu échanger avec le volet français directement avec nos homologues français, les parlementaires du Sénat. Voilà pourquoi nous venons de terminer une réunion de travail fort instructive dans laquelle nous avons développé au travers de la délégation monégasque chacun de ces sujets. Et pour mieux appréhender ces différents sujets d'intérêt commun et les difficultés qu'ils peuvent entraîner, les élus ont pris la parole devant les sénateurs français pour exposer les spécificités monégasques afin de trouver ensemble des solutions. Une des difficultés majeures à Monaco, le logement des salariés, souvent trop éloignés de la principauté. C'était important de pouvoir discuter de ce sujet avec les sénateurs parce que ceux qui sont sur la Côte d'Azur connaissent la problématique, mais les autres qui ne sont pas forcément de notre région ne connaissent pas tous ces éléments-là. Donc c'était bien de le rappeler et de réfléchir, de voir un petit peu les incidences de la loi SRU en France qui empêche à Principauté aujourd'hui d'aller construire des nouveaux immeubles pour ses salariés, puisque à ce stade, malheureusement aujourd'hui, si Monaco devait construire des immeubles en France, il serait dans l'obligation d'appliquer la loi SRU, donc d'aller loger des gens en situation sociale difficile, qui viendraient un peu de partout, mais qui ne sont pas liés avec la principauté. Une autre problématique que nous avons pu aborder avec le groupe d'amitié France-Monaco, c'est celle du transport, et notamment avec le sénateur Monsieur Tabarot, qui est du coup en charge des transports. Nous les avons sensibilisés sur la problématique de la principauté, avec les accès vers et depuis la principauté, qui engorgent l'ensemble de notre bassin de vie, donc avec les embouteillages pour les automobilistes, la pollution et le manque d'attractivité du coup. Ces rencontres avec les sénateurs français ont aussi été l'occasion pour les élus de mettre en évidence les bonnes relations entretenues entre la France et Monaco, comme notamment l'accord de coopération en matière de santé. J'ai pu préciser que nous recevions à peu près 21, selon les statistiques de 2022, à peu près 21 000 patients venant de France, donc autour de Monaco, sur ce bassin de patientèle de 140 000 personnes, dont 18 500 Français. Donc c'est vrai que nous avons une bonne offre, une bonne collaboration là-dessus. Et puis aussi dire que nous recrutons aussi en matière de santé beaucoup de Français qui vivent autour de Monaco. Et nous avons aussi des professions libérales. Autre sujet abordé et non des moindres, la négociation avec l'Union européenne et le maintien du modèle social à Monaco. Des questions qui ont été largement débattues par Thomas Brezzo et Fabrice Notari avec Jean-François Rapin, le président de la Commission des affaires européennes au Sénat. L'Union européenne et l'accord que l'on doit conclure depuis 2015, donc on a une certaine pression maintenant et effectivement c'était utile d'en parler avec nos homologues du Sénat. Surtout que nous avons des accords bilatéraux avec la France et malheureusement la France a aussi un peu perdu de sa souveraineté avec Bruxelles. Donc il est important pour nous de défendre ces accords et de pouvoir aussi les renégocier peut-être avec l'Europe. Voilà, c'est un gros souci que nous avons de souveraineté parce que nous tenons à notre souveraineté à Monaco. Après un déjeuner avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et un passage en séance publique avec l'ensemble des sénateurs français, cette visite aura donc permis aux élus du Conseil national d'aborder des sujets essentiels pour le futur des Monégasques. Un déplacement qui aura également permis à la délégation monégasque de découvrir, en marge de l'événement, l'Institut océanographique de Monaco à Paris. Comme chaque soir, nous vous donnons les prévisions météo à Monaco. Ce soir, c'est Justin Hadel qui nous dévoile les tendances du vendredi 7 juillet. Bonsoir. Bonsoir Julia, pour ce dernier jour de la semaine avant le week-end, le temps sera au beau fixe. Une journée globalement ensoleillée vous attend en principauté malgré quelques passages nuageux et un peu de vent. Des rafales pouvant atteindre 20 à 30 km/h traverseront la région. Niveau température, 21 à 27 degrés sont attendus et la température de l'eau atteindra, elle, les 26 degrés. Le soleil se lèvera à 5h55 et se couchera à 21h16. En ce 7 juillet, nous fêterons Saint-Raoul.
Et les photos du soir vous sont proposées par Frédéric Nébinger. Il s'est lui aussi glissé au cœur des répétitions du MC Summer Concert. Je vous rappelle que cet événement très attendu par les jeunes de la Principauté se tiendra demain à l'espace Léo Ferré, ouverture des portes dès 18h30. C'est la fin de ce journal. Merci comme toujours pour votre présence et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de votre journal. Passez une très bonne soirée sur notre antenne.